l'équipe du dimanche est bien en place avec le même plaisir, vous servir l'essentiel de l'actualité de la semaine sur BF1. Avec notre analyste Siaka Koulibaly qui est déjà en place, on parlera essentiellement de sécurité avec la situation sécuritaire donc qui devient de plus en plus difficile. À Dori, on a encore marché. Pendant ce temps, à Ouagadougou, le président du Faso a rencontré les différentes composantes de l'armée burkinabé. Et puis on parlera aussi de cette affaire de contamination d'eau dans le fleuve Mouhoun avec ces poissons morts mystérieusement. On parlera également de cette affaire de 96 millions de francs CFA d'achat de véhicules pour le compte du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir et bienvenue. Le 7 Info, c'est parti. Notre consultant Siaka Koulibaly est avec nous. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. On parle donc de situation sécuritaire toujours difficile au Burkina Faso. Le SOS des ressortissants de la commune de Madjouari, région de l'Est de Burkina. 14 000 âmes, 12 000 ont déjà quitté la commune. Les terroristes font la loi. Madjouari se vide de sa population. Région de l'Est, à une centaine de kilomètres de Fada Ngoma, la capitale, la commune de Madjouari, ou plutôt ce qu'il en reste. Sur 14 000 habitants, 12 000 ont déjà fui leur village. Selon l'association des ressortissants de Madjouari, elle décrit ici, face aux journalistes, une situation presque désespérante. L'espace qui est occupé aujourd'hui par, comment dirais-je, les déplacés internes, y compris les populations qui sont restées, cet espace-là ne dépasse pas environ 20 hectares. Donc les 8 autres villages, en tout cas, tout le monde est parti jusqu'à ce jour. Et pour ceux qui sont restés, les conditions de vie sont devenues quasiment apocalyptiques. La vie est devenue un calvaire pour nos parents restés à Madjouari. Toutes les boutiques sont vides, les pharmacies et les magasins. Le carburant est devenu une denrée rare qui s'achète à plus de 3 000 francs le litre. Le simple sel qui se vend à 25 francs ici à Ouagadougou n'est plus sur le marché. Imaginez le reste. Le reste, c'est aussi le rôle des forces de défense et de sécurité en poste sur place. Un rôle pas assez affirmé à entendre le deuxième adjoint au maire de la commune. Oui, on dit, on va vous protéger. On est là. Et, brusquement, une nuit, on tue 3 personnes. Et on se rend compte que ce n'est pas loin. C'est dans le même village d'ailleurs. Dans le même village où sont installés les FDS. D'ailleurs, selon l'association des ressortissants de Madjouari, ce sont les terroristes qui effectuent les contrôles d'identité sur les différents axes menant à la commune. Ceux qui veulent les éviter dans leur fuite sont obligés de passer par la forêt. Plusieurs y ont perdu la vie, parfois mourant de soif. Se sentant abandonnés par les autorités provinciales, régionales et même par l'État central, les ressortissants de Madjouari essaient de donner de la voix et de se faire entendre, comme au cours de cette marche du 3 juillet lancée par l'opposition, une marche contre l'aggravation de la situation sécuritaire au Burkina. Siaka Koulibaly, une commune presque vidée de sa population. L'essence est à 3 000 francs CFA le litre, comme disent ses ressortissants. Le sel, on ne peut plus en trouver sur place. Les commerces sont fermés. Les terroristes contrôlent tous les entrées de la commune. C'est là un cri de détresse qui en dit long sur la gravité de la situation. Oui, tout à fait. Je pense que malheureusement, Madjouari n'est pas le seul cas de cette envergure-là et que plusieurs localités de l'Est du Burkina Faso se retrouvent déjà depuis assez longtemps dans cette situation de quasi-abandon par les services de sécurité, mais aussi l'administration générale. Et ça fait que finalement, si on fait le point, on aura à peu près une quarantaine de pourcents du territoire où l'État n'exerce plus vraiment son autorité. Sans compter cet aspect
qui est très visible, le contrôle des routes par les ordres du terroristes, qui parfois ne sont pas deux, qui sont que 2 ou 3 qui contrôlent les routes et qui fouillent les populations, imposent à certains des sévices, etc. etc. Ça met en fait cette question de la sécurité à un autre niveau aujourd'hui. Heureusement que les marches sont venues relancer l'intérêt du plus haut responsable du pays sur la question, ce qui justifie donc une sorte de réveil entre griffes, où on voit bien que maintenant, il y a eu d'abord le remaniement, il y a aussi les rencontres avec les différentes composantes de l'armée. Donc, peut-être que maintenant, on va avoir une sorte d'implication un peu plus forte du premier responsable, ce qui va entraîner aussi que tous les autres départements de l'État, les structures de l'État, vont aussi orienter tout leur fonctionnement sur la question de la sécurité. On est en train d'adopter maintenant le nouveau référentiel du développement 2021-2025. C'est peut-être le moment, compte tenu du contexte, d'orienter tout le fonctionnement de l'État sur la question de la sécurité, de sorte qu'on puisse converger tous les moyens qu'il y a pour pouvoir résoudre cette question rapidement et peut-être reprendre après le cours du développement normal et de la croissance économique si cela est possible. Madjoari, tout comme d'autres territoires occupés par les groupes terroristes, il faut le dire, les choses ne sont pas arrivées spontanément. Il y a eu des alertes, c'est sûr, quand même, à longtemps. On voyait les choses venir. Est-ce que quelque part, justement, ce n'est pas ça aussi le problème au niveau de l'État, ce manque de réactivité, cette lourdeur qui fait qu'on laisse la situation pourrir avant de chercher les solutions? Franchement, il est très difficile de savoir exactement pourquoi l'État, en particulier les forces de défense et de sécurité, n'arrive pas à résorber d'une manière ou d'une autre. Comment on fait pour en arriver là? Voilà. C'est difficile de l'expliquer en dehors des structures responsables. Pourtant, on pense que beaucoup a été fait. Comme on l'a dit depuis longtemps et plusieurs fois, les moyens ont été mis à la disposition donc de l'armée. Madjoari, c'est la région de l'Est. Il y a eu Otapouanou dans cette région. Oui. On nous a vanté des victoires, des acquis. Et là, on se retrouve face justement à une commune presque vide où les populations aujourd'hui lancent ce cri de détresse. Et lors donc du passage du ministre, le ministre sorti de la Défense, Chérif Sy, il avait donc présenté une situation qui était quasiment revenue à la normale, où il avait démontré que les troupes sont sur place avec du matériel. On a même vu les orgues des Staline en démonstration, qui pouvaient faire croire qu'il était possible d'espérer que les choses soient revenues normalement, à la normale, pardon. Et on a vu donc l'histoire, comment elle s'est poursuivie. Quelques 2 semaines seulement après le passage du ministre, il y a eu la plus grande attaque en perte, enfin, en nombre de vies humaines perdues. Cela démontre que quelque part, les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Moi, je pense que s'il y avait un fonctionnement minimum de l'armée, de la gendarmerie et de la police, chacune des forces, en fonction donc de leur spécialisation, on aurait quand même pu aboutir, peut-être pas à sécuriser l'ensemble des parties qui sont aujourd'hui touchées, mais en tout cas, une bonne partie aurait dû être prise aussi par les services des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'il y a des aspects, des parties très éloignées ou difficiles d'accès qui auraient pu rester sous contrôle donc, des terroristes, mais pas autant d'espace comme on le voit aujourd'hui. Donc, si on fait le point à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on pense que ça a été une vraie dégringolade, puisque de Djibo, quasiment on ne parle plus tellement de Djibo aujourd'hui, on parle plus de l'Est et de l'extrême Est, nord-Est, et aller jusqu'au sud-ouest du pays. Dû peut-être à une banalisation de la situation ou à une approche militaire trop administrative? Non, je ne pense pas qu'il y ait une banalisation. C'est impossible que des responsables soient élus, responsabilisés, et qu'ils banalisent cette situation. Moi, je ne crois pas à cette banalisation, mais je ne sais pas non plus où se situe en réalité le problème principal qui fait que le FDS n'arrive pas à résorber la question du terrorisme. On peut peut-être imaginer qu'il y a un problème de coordination
entre les différentes unités. Bon, entre armée, gendarmerie et police, cela est tout à fait possible. On a tantôt évoqué sur votre propre plateau ici ces dysfonctionnements des relations entre les responsables des unités, état-major, ministres, qui faisaient aussi qu'il était difficile de coordonner l'action des réponses au terrorisme. Donc l'un dans l'autre, on n'évoque pas cela assez, mais je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire un bilan de l'ensemble du dispositif de réponse au terrorisme qui soit fait par des acteurs extérieurs à l'État. Bon, on n'est pas obligé de publier les résultats de ces recherches, mais s'ils sont soumis à qui des droits, je veux parler du chef de l'État lui-même, qui aujourd'hui est le ministre de la Défense, peut-être qu'il va découvrir ce qui réellement bloque. Parce que en même temps, justement, il y a cette coopération militaire avec la France. Ouais. Malgré tout, on constate que... Oui. On parle de l'ensemble du dispositif. On parle de l'ensemble du dispositif. La France est basée au Mali et au Tchad essentiellement. Elle aide les armées en poursuivant elle-même les terroristes sur le terrain. Mais on a bien vu que sur les 7 années de présence de la force française, on n'a pas du tout évolué. Et au contraire, on a eu... Il faut évaluer tout ça. Il faut évaluer tout ça, à mon avis. Même si on ne publie pas les résultats, il faut faire une évaluation et interpeller qui des droits. Courageusement. Hein? Courageusement, oui. Une analyse sans complaisance de la situation qui inclut toutes les dimensions. Aussi bien nos armées nationales que le G5 Sahel et Barkhane. On doit évaluer tout ça et puis peut-être présenter la situation d'une manière qui permette aux responsables de tirer les leçons. En attendant, justement, au niveau du Sahel, les populations veulent rester sur place. Elles ont besoin de sécurité. Dori a déjà marché, mais cette semaine encore, Dori a encore marché. Surtout les femmes de cette localité. Elles ne veulent pas donc quitter leur localité. Elles en appellent donc au chef de l'État. Il faut sécuriser les populations sur place. C'était le 12 juin 2021 à Dori. Des hommes et même certaines femmes descendaient dans la capitale du Sahel pour réclamer plus de sécurité et demandant même la démission de certains membres du gouvernement. Les lignes ne semblent pas avoir bougé. Plusieurs centaines de femmes dans les rues de Dori demandent au président du Faso de sécuriser leur région. Nous sommes fatigués d'être violés et de vivre dans l'inquiétude au quotidien, scande-t-elle. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous, femmes du Sahel, sommes fatiguées. Nous réclamons aussi la sécurité à l'instar des autres régions du Burkina. Nous sommes délaissés, nous sommes fatigués d'être pourchassés, violés, d'être endeuillés de jour en jour. Monsieur, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, prenez les femmes du Sahel en compte. Assurez définitivement notre sécurité. Nous refusons de mourir et de voir mourir nos hommes, nos frères et nos enfants. Des mots qu'on pouvait lire et entendre dans la foule en marche. Ces femmes restent convaincues qu'elles sont les premières victimes dans les différentes attaques dans la région. Nous sommes à 1 mois de la précédente marche du 12 juin et jusque-là, nous continuons à subir, nous continuons à enterrer nos époux et nos enfants. Les femmes sont toujours victimes, elles sont endeuillées, elles sont pourchassées et elles assistent à des scènes vraiment effrayables. Nous ne sentons pas la sécurité, nous avons peur. Et cette peur nous anime au quotidien. Toutes leurs préoccupations sont résumées dans un document réceptionné par le secrétaire général de la région, lui qui rassure transmettre à l'autorité compétente ses revendications. Monsieur le gouverneur est en mission, mais il m'a instruit, avec les autorités ici présentes, de vous accueillir et de recevoir en tout cas votre plateforme revendicative. Je voudrais vous rassurer que votre document sera transmis avec beaucoup de diligence à son ministre destinataire. Cette marche a connu la participation également des déplacés qui ont trouvé refuge à Dori. Elle a été organisée par le collectif des femmes du Sahel. Oui, Siaka Koulibaly, des populations qui continuent de marcher
à l'intérieur du pays. Cette fois, ce n'est pas l'appel de l'opposition politique, ce sont des populations qui ne se sentent plus en sécurité et qui continuent d'interpeller donc le chef de l'État. Il y a eu d'autres marches, mais ces populations ont l'impression que les choses ne bougent pas. Oui, je pense que nous sommes partis pour une série de réactions populaires et communautaires qui vont avoir tendance à s'organiser un peu partout dans les zones qui sont touchées par le terrorisme, visant à interpeller le chef de l'État directement, parce que les gens comprennent maintenant que tout l'État, avec son premier responsable, est responsable donc de la sécurité. Pour Dori, on peut penser que c'est une localité qui a quand même été assez épargnée par les grosses attaques d'une manière générale. Oui, parce que c'est la zone sécurisée, justement. Voilà. Tous ces marcheurs viennent d'autres localités non sécurisées. Exactement. Parce que Dori, justement, est devenu un havre d'accueil de tous ceux qui étaient dans les campagnes alentour de Dori et qui n'ont pas pu rester dans leur zone d'habitation habituelle, qui donc se sont reversés sur Dori, qui aujourd'hui nourrissent ces manifestations. Donc cela signifie que on n'a peut-être pas une stratégie générale de la lutte contre le terrorisme qui aurait peut-être fait penser que s'il n'y a pas assez de moyens pour sécuriser l'ensemble du territoire, pourquoi ne pas avoir regroupé les populations dans certaines localités où la sécurité aurait été un peu plus facile à assurer. On prend le cas de Dori, on prend le cas de Djibo, le cas de Gorom, où il y a des détachements de l'armée, donc qui font que ces zones sont à peu près couvertes jusqu'aujourd'hui par la sécurité. Vous avez donc dans le nord la question de Titao. Le détachement militaire est à Ban, ce qui fait que Titao, lui, il est un peu délaissé. Donc, aujourd'hui... Titao qui semble être relativement sécurisé pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais on entend parler donc du fait que les populations alentour de Titao viennent aujourd'hui se réfugier. Il reste les derniers villages qui sont en train d'arriver à Titao. Et Titao va devenir aussi une zone menacée parce que jusque-là, il n'y a pas encore un détachement permanent, je veux dire, à Titao. La dernière marche qui a eu lieu par les populations à ce niveau revendiquait un détachement militaire à Titao. Or, comme il y en a déjà un à Ban, qui est censé couvrir toute cette partie-là, peut-être qu'il va être difficile dans l'immédiat de régler la question. Donc, il ne compte plus sur les VDP là-bas ce qui donc fait penser que, comme je l'ai dit dans le développement précédent, qu'il y a un besoin d'évaluer l'ensemble du dispositif qui est sur place. Pourquoi il y a des militaires, pourquoi il y a des gendarmes, pourquoi il y a des policiers, et malgré cela, l'insécurité continue de grandir. Et justement, peut-être que c'est ce qui est en train de se faire. Regardez ces images. Le chef de l'État, justement, semble avoir pris la pleine mesure de la gravité de la situation, semble avoir compris le cri de détresse des populations. Et justement, il y a eu ce léger remaniement. Désormais, il porte aussi le manteau de ministre de la Défense. Et c'est au regard, justement, de cette situation de dégradation avancée, la situation sécuritaire dans le pays, avec notamment les massacres de Solane, justement, qu'il y a eu ce remaniement. Roch-Marc Christian Kaboré, qui a cette semaine rencontré les composantes de l'armée burkinabé. Il a rencontré le commandement militaire, il a rencontré les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang, justement pour parler de cette question sécuritaire, question de recueillir des avis, des propositions, des idées pour mieux peaufiner justement la stratégie de réponse à cette situation sécuritaire. Siaka Coulibaly, c'était une rencontre quand même assez attendue. Oui, beaucoup attendaient cette rencontre-là. Ça démontre que le chef de l'État a pris la mesure, non seulement de la situation, mais ça, je sais qu'il suit cette situation de près, mais surtout des réactions populaires et communautaires qui se sont manifestées par les différentes marches qu'on a pu suivre ici. Et le chef de l'État essaie ici de prendre le taureau par les cornes, si on peut utiliser cette expression, en écoutant directement les acteurs de la sécurité. C'est une démarche qui peut effectivement lui permettre de toucher du doigt les différentes réalités du dispositif dans son ensemble.
Alors que jusqu'à présent, il discutait avec les agents de la sécurité à travers seulement le Conseil de défense et de sécurité qu'il tenait régulièrement avec les officiers. Peut-être qu'il ne lui permettait pas d'avoir toute la réalité des interventions militaires et sécuritaires. Donc par ces rencontres directes, le chef de l'État peut ainsi lui-même écouter les opinions, les ressentis de ceux qui sont en train de travailler sur le terrain. Je me demande seulement s'il a pu avoir la rencontre de toutes les composantes, tous les rangs, je veux dire, des différentes unités de défense et de sécurité. Parce que là c'est une rencontre en tant que ministre de la Défense, donc justement, ce sont les éléments de tutelle. De tutelle. Je veux parler, est-ce qu'il a regroupé l'ensemble donc des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang en une seule rencontre? Non, c'est plusieurs rencontres. Plusieurs rencontres. Et ça, je pense que ça, c'est une... C'est la bonne stratégie. C'est pas la bonne stratégie, à mon avis. Je ne suis pas militaire, mais je me rappelle qu'en 2011, après les mutineries, Blaise Compaoré avait fait une rencontre, mais de toute la hiérarchie, jusqu'aux hommes du rang, jusqu'aux soldats, ce qui avait permis aux soldats de dire ce qui n'allait pas devant les officiers. La question, justement, c'est que la peur, qu'il y ait peur au niveau des hommes du rang et qu'ils ne disent pas la vérité devant les officiers. Non, en 2011, les soldats avaient exprimé les problèmes qu'il y avait devant les officiers. Les contextes ont peut-être changé. Or, je sais qu'aujourd'hui, la parole est beaucoup plus libérée au niveau des militaires. Ils auraient pu peut-être exprimer les difficultés qu'il y a, les problèmes qu'il y a devant leurs responsables. 2011, c'était une révolte venue de la base. Oui, mais la rencontre de Blaise, je veux dire, c'est une base qui était déjà révoltée, calmé, qui était sans complexe devant les officiers. Mais cette fois-ci, ça peut être autre chose. La rencontre de Blaise Compaoré avait permis au moins d'atténuer les mutineries. Ça, on l'a vu. Maintenant, c'est une autre démarche que le chef de l'État, Kaboré, utilise. On verra bien dans les jours à venir, dans les semaines à venir, est-ce que ça a été la bonne démarche? Parce que pour moi, une approche qui a fonctionné, peut-être aurait pu encore être reproduite et donner les mêmes résultats. Mais c'est possible aussi que son approche lui a été conseillée par les conseillers ou les experts donc, du domaine de l'armée qui lui a expliqué qu'il n'était pas peut-être adéquat de regrouper toutes les composantes des rangs. Bon, c'est une possibilité. Mais je pense qu'on verra bien si l'approche qui a été utilisée cette fois-ci a été vraiment la bonne. Certains ont estimé qu'il fallait aussi entendre les VDP, mais aussi peut-être étendre aussi la rencontre à la police également. C'est un peu cette idée que j'étais en train de mettre pour dire que le dispositif étant composé de plusieurs entités, plusieurs grades, c'était bon d'avoir une rencontre où tout le monde aurait pu s'exprimer. Les VDP ont aussi gros sur le cœur. Les rencontrer en tant que chef suprême des armées. Chef suprême des armées, même en tant que chef d'État cumulé, ils écoutent tout le monde en tant qu'ils travaillent ensemble. Parce que c'est quand même des gens qui sont tous les jours au coude à coude. Les VDP, par exemple, travaillent sous l'encadrement direct des militaires, des détachements militaires. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une rencontre où les VDP auraient pu s'exprimer devant leurs responsables. Peut-être que le danger, c'est qu'il n'y aurait peut-être pas une organisation assez claire des VDP aujourd'hui qui permet donc de ramener des responsables. Hormis de créer une frustration. Hormis ce que le ministre de la Sécurité partant, Ousseynou Compaoré, avait expliqué, à savoir qu'il y a des VDP qui ne sont pas enrôlés. Les VDP qui sont enrôlés, je ne pense pas qu'il y ait un problème pour trouver des responsables à ce niveau-là. Parce qu'ils sont dans les camps militaires, les détachements militaires. Ils savent très bien comment c'est structuré. Je parle des VDP. Donc, s'il y avait un besoin... Pas dans les camps, dans les détachements. Détachements, oui, les détachements. S'il y avait un besoin de trouver des responsables ou des représentants pour s'exprimer, cela n'aurait pas du tout été un problème. Mais je pense que c'est une démarche qui a été conçue comme telle, de rencontrer séparément les différentes composantes en termes de grade, en termes de hiérarchie, peut-être pour avoir des différentes approches que ressentent ces composantes-là. Mais enfin, on verra bien... Il y a eu donc ces concertations, on se dit, et après. Voilà. La grande question, c'est, faut-il aller justement vers des décisions, comme on a dit, fortes au niveau du commandement militaire, en termes de changement d'hommes, effectivement?
On l'avait dit lors du débat sur la question, le chef de l'État avait annoncé des domaines dans lesquels on allait avoir des changements. Il avait annoncé ça dans son discours. Après le discours, il y a eu les remaniements. Après les remaniements, il y a aujourd'hui les concertations. Et après les concertations, il va certainement y avoir des modifications de l'organisation. Certainement, il y aura des nouvelles nominations qui vont avoir lieu. Des nouvelles têtes vont peut-être apparaître au niveau des responsabilités de la défense et de la sécurité. Donc, on attend que le chef de l'État déploie l'ensemble de la vision, de la stratégie qu'il a pour qu'on puisse mettre fin à cette question du terrorisme dans le pays. Ceci dit, moi je crois que quand on regarde la présence des militaires à ces rencontres-là, cela montre qu'ils sont tous mobilisés, ils sont tous disponibles. Tout est une question maintenant de l'emploi de ces dispositifs-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, il y a un problème à ce niveau du mode d'emploi. Et comme il a lui-même parlé de la doctrine d'emploi des VDP, il peut aussi aller jusqu'à la doctrine d'emploi des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'il faut revoir les dispositions. À revoir. Tout cela, à mon avis, est à revoir. Toute la lourdeur administrative qui fait que peut-être les détachements n'arrivent pas tout de suite à être très réactifs, c'est des choses à revoir, certainement. Avec cette fois-ci, la nouveauté, qu'en plus des VDP, on aura les forces spéciales aussi, qui peuvent présenter un avantage de plus de mobilité que les unités classiques qui sont dans les camps, où il faut que le chef du corps vienne d'abord exprimer, tandis que les forces spéciales peuvent se bouger beaucoup plus rapidement, sans même référer peut-être à un chef de corps ou autre, et travailler ça, et puis rendre compte après. Donc c'est peut-être tout ça qui va donner la nouvelle configuration des forces de défense et de sécurité, et probablement des résultats meilleurs de la lutte contre le terrorisme. Et le temps presse, tout cela doit être fait vite et bien, et puis donc pour apporter la réponse à cette urgence, parce que c'est une urgence aujourd'hui pour ces populations qui vivent de plein, vous voyez, cette situation sécuritaire. Oui, c'est malheureusement un constat qu'on est en train de faire, même à partir des Solanes. C'est un peu le manque d'anticipation. Beaucoup ne pourront pas cultiver leur terre cette année. Ça c'est exclu, je crois, c'est déjà exclu pour le moment. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un problème d'anticipation qui se pose, parce que nous sommes en saison pluvieuse, et si vous faites le point de la situation sécuritaire depuis 2015, vous vous rendrez compte que les attaques se multiplient en saison pluvieuse. Ils choisissent bien leur timing, justement. Voilà, parce qu'il y a plus de végétation, de verdure, qui leur permet d'avancer sans être vus. Donc, si on recommence aujourd'hui... Et ça fait plus de dégâts, avec ces greniers en ces temps de soudure qui sont détruits, et les terres qui ne seront pas cultivées. Etc. Ça veut dire qu'on aurait dû imaginer tout ça, tous ces remue-ménages au niveau des forces de défense et de sécurité, bien avant qu'on arrive à la période de pic, si on peut parler ainsi, de sorte qu'au moment où ça arrive, il y a déjà le nouveau dispositif en place. Si on commence aujourd'hui à réfléchir à une nouvelle disposition des forces de défense et de sécurité, quand est-ce qu'on va finir avec cela? Peut-être que ça va aller jusqu'à septembre, octobre. Tout le défi est là, justement. Aller vite, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on aille de concertation en concertation et que les décisions annoncées ne viennent pas tôt. Et que les changements qu'on veut faire n'arrivent pas à temps. Ou qu'on n'ait pas les bons castings aussi. Tout ça, c'est des risques qui existent. Il faut faire avec l'urgence du moment. Voilà, exactement. C'est en tout cas... Surtout qu'il faut travailler sur plusieurs dimensions. On a le niveau national, mais il faut tenir compte du G5 Sahel aussi. Et tout à fait. Ou un autre niveau de coordination. Le G5 Sahel, justement, on en parle avec la 5e session extraordinaire de cette institution qui s'est tenue cette semaine. Et la nouvelle, et la bonne d'ailleurs, c'est que notre compatriote diplomate Éric Thiaré est désormais le secrétaire exécutif du G5 Sahel. C'est l'une des informations essentielles de cette 5e session extraordinaire du G5 Sahel. Le Burkinabé Yemdaogo Éric Thiaré, ici à la droite du ministre des Affaires étrangères, est le tout nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. L'ex-ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies mesure toute l'ampleur de la tâche qui l'attend. C'est des moments de responsabilité et j'en suis conscient. Les chantiers sont très longs.
très grands chantiers. La feuille de route qui a été tracée indique effectivement qu'il y a des actions à mener très rapidement. Mais bien sûr, je prends l'engagement donc de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour effectivement accomplir la mission qui m'a été confiée par les chefs d'État. Et pour cela, tous les acteurs de ce mécanisme de sécurisation ont besoin sans doute de clarifier leur position. C'est le cas de la force française Barkhane qui ne devrait plus exister sous sa forme actuelle. Mais comment les choses vont-elles évoluer? Même si à terme on arrive à une réduction des effectifs des forces françaises dans la région, ce sera donc dans une configuration avec plus de cohérence et avec plus de coordination. Et puis, il y a cette question qui revient à chaque réunion du G5 Sahel, l'impact réel des actions de cette institution sur le terrain. Je pense bien que le G5 Sahel a un bilan. Évidemment, c'est un bilan qui est insuffisant au regard donc des enjeux, des difficultés, de l'aggravation de la menace que nous avons. Cela suppose qu'il y a plus d'efforts à faire. Des efforts à faire aussi sur le front de la mobilisation des ressources financières. Cheikh Koulibaly, le G5 Sahel a un bilan, à votre avis? Parce qu'il est là, c'est vrai qu'on en parle, perçu au départ comme un outil surtout de développement et secondairement militaire, mais aujourd'hui beaucoup plus attendu sur le terrain militaire, mais en même temps, justement, on a l'impression que le G5 Sahel reste trop administratif et on ne voit pas les résultats concrets. Oui. Moi, je me base sur les propos du ministre des Affaires étrangères qui conclut lui-même que le bilan est insuffisant et qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Ça signifie que le G5 n'a pas vraiment porté les espoirs qui ont été placés en lui au moment de sa création. Et ça signifie également qu'il y a aussi un besoin donc, de donner plus de volonté politique au niveau de cette organisation. Et c'est là où on entend parler au niveau des pays du G5 Sahel de cette question de la mobilisation des finances. Par contre, quand vous écoutez le chef de l'État français, il n'en parle pas beaucoup. Il parle plutôt du redimensionnement du Barkhane. On a comme l'impression que lui-même, qui est à la base de cette initiative aussi, n'y croit plus véritablement. Donc il y a un hiatus entre donc, le chef d'État du G5 Sahel et la France, qui se manifeste également par cette question du Barkhane au Mali, qui a vu d'abord l'annonce d'un retrait, après la reprise de la coopération militaire et le redimensionnement de la force qui va se retrouver autour de 3000 militaires et fusion avec la force Takuba qui est essentiellement chargée de l'encadrement des armées du Sahel. Donc il y a déjà à ce niveau du G5 Sahel un problème de lecture de cette organisation qui n'arrive pas à démarrer réellement, puisque aujourd'hui le principal apport que le G5 devait faire, c'était la force conjointe. C'est-à-dire les armées qui amenaient des contingents, et ces contingents auraient été dédiés spécifiquement à la lutte contre le terrorisme, à côté de la force Barkhane. Ce contingent n'a jamais été réuni. Il a été défini par les armées, on a défini les unités qui allaient partir, mais elles ne sont jamais parties. Donc, et ça, c'est basé sur la question de la mobilisation des finances. Quand vous mobilisez des militaires, des unités de combat, il faut donc prendre en charge les militaires, il faut l'équipement, il faut toutes les chaînes de l'action militaire qui comprennent le renseignement jusqu'à la communication en passant. Et ça nécessite beaucoup d'argent. Et cet argent ne doit pas être ponctuel. Il faut qu'il soit permanent pour qu'on n'ait pas de l'argent aujourd'hui pour agir en 2-3 mois et qu'après on n'ait pas la possibilité de le faire. Finalement, ce G5 Sahel, à mon avis, n'a pas donné les résultats qui étaient attendus. Il cherche toujours sa voie. Voilà, il cherche toujours sa voie. Désormais, aujourd'hui, la France elle-même cherche sa voie au Sahel avec ces modifications qui ont lieu. Et on le voit justement, ce diplomate burkinabé, Éric Thiaré, qui était notre représentant permanent aux Nations Unies, qui prend désormais la tête du G5 Sahel. Tout à fait, c'est une promotion pour lui. Et c'est une bonne chose également pour le Burkina Faso d'avoir un de ces cadres à ce niveau très important du travail qui va se faire dans le Sahel. Cela permettra peut-être
d'apporter une nouvelle vision à cette institution, parce qu'il y avait jusque-là un Nigérien qui travaillait comme secrétaire exécutif. Aujourd'hui, lui, il va venir avec une autre expérience, et peut-être qu'il va apporter plus dans la dimension qui fait le plus défaut, la mobilisation des ressources. Et tout à fait. Et comme lui, il était à New York. Et lui qui était justement aux Nations Unies. Peut-être qu'il va pousser certaines portes et mobiliser avec ses relations dans le monde de la coopération internationale et de la finance internationale. Peut-être qu'il va ouvrir certaines portes qui vont permettre de faire avancer le G5 Sahel plus rapidement. Pour que le G5 Sahel joue définitivement son rôle, le rôle en tout cas tant attendu, parce qu'il y a aussi la dynamique militaire qu'on ne sent plus très vraiment depuis le décès de Idriss Déby. C'est surtout elle qui pose problème. Comme on l'a dit, on avait été obligé d'appeler le Tchad pour suppléer un peu, soutenir un peu Barkhane. Cela démontre directement que les armées nationales des pays ont des problèmes. Après Idriss Déby, donc, la situation intérieure au Tchad, avec la rébellion qui est aux portes de N'Djamena, fait que très probablement le Tchad ne peut plus être aussi présente qu'elle l'a été avec Idriss Déby. Donc, aggravation de la couverture sécuritaire de la zone. Et cela montre qu'il y a nécessité de faire un peu plus. Et c'est là où on s'était attendu que le partenaire habituel, la France, donc, fasse un maximum pour pouvoir apporter de l'aide. Malheureusement, la France est en train de redimensionner son appui militaire. Et cela va très certainement se traduire par une aggravation de la situation sécuritaire qui, les chefs d'État du G5 Sahel avaient prévu, quand c'était la présidence de Mahamadou Issoufou du Niger, il avait dit qu'il fallait maintenant avancer avec deux piliers, le pilier militaire et le pilier du développement social. Donc, s'il n'y a pas assez de moyens pour le pilier militaire, est-ce qu'il y en aura même pour le pilier du développement? C'est toute la question. Surtout que, pour pouvoir déployer les projets de développement dans la zone aujourd'hui, il faut que la donne sécuritaire soit réglée. Tout à fait. Et on prend l'exemple donc de la route Doris-Gorom. Il faut sécuriser la zone pour faire du développement. Voilà, qui ne peut pas tellement avancer parce que les équipes sont attaquées par des terroristes, ce qui fait qu'ils avancent avec beaucoup de lenteur. Oui, des convois humanitaires même qui parfois ont des difficultés à ravitailler. On parle à présent de cette affaire de 96 millions de francs CFA pour l'achat d'un véhicule au profit de la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme qui continue de défrayer la chronique. Cette semaine, le gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, a donné une réponse officielle. C'est l'affaire qui défraie la chronique en ce moment. Au centre, la ministre de la Culture, Élise Thiombiano, et sa demande d'acquisition d'un véhicule de fonction d'une valeur de 96 millions de francs CFA. Interrogé sur le sujet, le porte-parole du gouvernement s'est évertué à expliquer que la démarche ne porte aucune ombre de suspicion. Je dois dire d'abord que c'est une pratique légale. Il faut d'abord retenir que c'est un patrimoine de l'État. Il s'agit donc de processus ou de procédures d'acquisition d'équipements de l'administration de l'État. Je sais que le département des finances est un département très professionnel. S'il n'y avait pas donc le cadre juridique qui autorisait une telle acquisition, cela n'aurait pas pu être. Cette explication claire et nette pourrait-elle estomper les critiques qui se concentrent sur le coût de la voiture jugée faramineux et le contexte considéré comme non à propos? Je ne suis pas très bien placé pour juger de l'aspect éthique ou l'aspect moral, puisque l'État, c'est aussi le sens des responsabilités. C'est aussi évoluer dans un cadre juridique convenu, connu de tous d'ailleurs. D'où vient-elle alors, toute cette polémique autour de ce qui ne devrait pas être considéré comme une affaire, selon Ousseini Tamboura? Maintenant, si il y a une certaine envie de créer un choc moral ou une manipulation, j'allais dire, politicienne, pour en faire
une affaire d'État, ça je ne peux m'aventurer sur ce dossier, mais c'est une dépense légale. Des propos qui font écho à l'apparition sur les réseaux sociaux d'une note de service du ministère de l'Économie et des Finances au sujet de la procédure d'acquisition du véhicule à polémique. Véhicule à polémique, Siaka Coulibaly, entre la légalité, la légitimité et puis l'opportunité, on voit le débat fait rage. Oui, tout à fait. Je pense que sur cette affaire, il y a deux dimensions qu'il faut séparer. Il y a la question de la régularité de la dépense. Est-ce qu'on a respecté les règles prévues? Est-ce que les budgets étaient existants? Est-ce que ceux qui ont ordonné la dépense sont effectivement ceux qui auraient dû le faire? Cette question va être traitée certainement par les organes de contrôle, la SE et la Cour des comptes. Sur ce côté, visiblement, il n'y a pas de souci, puisqu'on a vu cette effectivement, lettre du ministère de l'Économie et des Finances, justement, quand on écoute qui accorde justement... Le porte-parole du gouvernement, il s'étable plus sur cette dimension régularité des procédures. Tout à fait. Or, je pense que ce qui est en cause ici, ce n'est pas du tout la régularité de la dépense. D'ailleurs, ceux qui en parlent ne sont pas très au fait des procédures. Il s'agit ici de l'opportunité et, comme le ministre l'a dit, de l'aspect moral et éthique de la dépense. Les gens sur les réseaux sociaux disent, est-ce qu'il est opportun de faire cette dépense au moment où les ordres de frais de sécurité meurent sur le terrain, parfois dans des conditions de matériel assez difficiles? C'est ça qui, au niveau populaire, doit être retenu. Et là, je crois que le gouvernement aura beau apporter des réponses sur la régularité de la dépense, on ne pourra plus rattraper cette dimension publique cible générale qui s'est déroulée déjà, où le gouvernement a déjà encaissé négativement un point ici, en disant que bon, la dépense n'est pas beaucoup éthique dans un contexte de sécurité. Ceci dit, je pense que ce type d'actions, peut-être qu'elles sont intervenues assez brutalement, mais elles devaient permettre de développer des lignes de conduite gouvernementale sur ces questions de coût de vie de l'État. Ça s'est dit depuis, je crois, 2015, on parle de la moralisation de la vie publique, le train de vie de l'État, la réduction de l'État. On en parle depuis longtemps. Et voilà que, paf, cette situation intervient encore. Je pense que c'est le moment, en même temps que la sécurité a été traitée de la manière dont qu'on a vu, qu'on traite également toute cette question du train de vie de l'État, des dépenses qui sont engagées au niveau des départements ministériels. Et pour la question des véhicules, je pense que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas vers d'autres modes de réflexion là-dessus? Et prendre l'exemple de certains pays, comme les pays scandinaves, Danemark, Suède, Allemagne, Norvège, où il n'y a pas de véhicules de service du tout. Les services publics, lorsqu'ils ont besoin de se déplacer, font appel à des agences privées qui leur donnent le matériel qu'il faut. Et on facture donc ces prestations-là. Ça permet de rationaliser aussi. Ce qui permet de rationaliser, d'éviter le coût d'entretien des véhicules. Parce qu'on imagine un véhicule de 96 millions, qu'est-ce qu'il va coûter en termes d'amortissement et de maintenance? C'est tout ça qui fait que l'affaire a du mal à passer chez les populations. Justement, quand c'est le bien public, la maintenance... La maintenance pose problème. Donc le parc de l'État est là. Est-ce qu'il est nécessaire de maintenir un parc de l'État encore? C'est ça la question. Donc si le chef de l'État veut donner aussi de l'exemple dans ce domaine-là, je crois que c'est un domaine aussi où il faut prendre des mesures fortes qui vont permettre aussi de calmer un peu les populations en termes de leur ressentiment vis-à-vis de l'action gouvernementale. Profiter pour ouvrir le débat justement sur le parc automobile de l'État, ces acquisitions de véhicules d'une certaine envergure qui coûtent très cher. Qu'est-ce qu'on en fait justement? Est-ce qu'il faut aller vers ces modèles pays scandinaves dont on parle? C'est peut-être effectivement trouver C'est une réflexion à faire. C'est une réflexion à faire. En tout cas, le débat, il est toujours là et vous avez entendu le porte-parole du gouvernement qui préfère plutôt parler, y voir de la manipulation politicienne. Mais je pense que ça, c'est une formule habituelle au niveau gouvernemental, de toujours ajouter cette touche politique ou politicienne à tout ce qui se passe dans le pays. On l'a déjà vu récemment avec les marches des élèves,
qui se plaignaient donc des modifications qu'il y avait eu au niveau du BPC et du BAC. Et le gouvernement avait vu aussi des possibilités de manipulation. Moi, je crois qu'on ne peut pas leur interdire de faire recours à ce type d'argument, mais c'est un argument qui a une certaine portée au niveau donc des populations, au niveau des citoyens, qui veut dire que, en réalité, c'est un débat qui n'intéresse pas beaucoup le citoyen. Le citoyen est plus porté sur les résultats dans tous les domaines, en termes donc d'éthique, comme la question de l'achat du véhicule, qui doit être résolue sur ce plan éthique-là, et des autres domaines comme la sécurité, plutôt que d'y voir des mains cachées. Sur le plan sécuritaire, vous vous rappelez qu'autour de 2016, l'argument principal gouvernemental, c'était donc certaines autorités qui avaient perdu le pouvoir seraient peut-être responsables donc, du terrorisme, etc. Avec le temps, on a vu que c'est une situation qui n'intéresse pas que le Burkina Faso, qui a des ramifications dans d'autres pays de la région, et que finalement, ces forces-là, à mon avis, étaient assez incapables de soutenir des mouvements terroristes de cette envergure-là. En tout cas, le débat se poursuit et la question aujourd'hui, c'est faut-il annuler cette dépense? Est-ce qu'il est encore possible? Je ne sais pas. Il est déjà acquis. Le prestataire aussi va faire valoir ses droits acquis d'une affaire qui est déjà consommée. Je pense qu'il faut plutôt en tirer des leçons pour le futur et essayer de dégager des règles de gestion qui couvrent donc toutes ces dimensions-là. Comme on le dit, si le chef de l'État veut donner des exemples de sa bonne foi en matière donc de l'action gouvernementale et des résultats qui sont attendus, c'est aussi d'agir dans plusieurs dimensions. Non seulement dans le domaine sécuritaire, où il rencontre aujourd'hui les responsables du domaine, mais aussi dans les domaines donc, de la gestion même économique et financière. La gouvernance financière. La gouvernance financière, c'est ce qu'on appelle la gouvernance vertueuse. Où est-ce qu'elle est? Et c'est toutes ces questions-là qu'il faut aborder en même temps par le chef de l'État et ses équipes. Donc, je ne pense pas que cet argument politique-là puisse permettre de contourner le ressentiment des populations sur cette dépense, cette affaire de 96 millions. Une autre affaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets et qui défraie la chronique, justement, cette semaine, c'est bien l'affaire d'eau contaminée du fleuve Moune, avec une série de morts mystérieuses de poissons et de bœufs. On parle de 120 kg de poissons et de 5 bovins, avec des hypothèses. Sekako, société d'exploitation du charbon colonial, site d'orpaillage artisanal devenu un gros village. C'est ici qu'est partie cette grosse frayeur depuis le dimanche dernier, où 3 bœufs ont été retrouvés morts près d'une concession. Le mardi 6 juillet, cette fois, ces bœufs, en état de putréfaction avancée, longeant ses rails dans ces herbes asséchées, vont s'abreuver dans une flaque d'eau visiblement contaminée par un produit très toxique. Le ministre des Ressources animales, des Mines et les représentants de l'environnement, de l'eau et de la santé font le constat de plus près. Résultat, 5 bœufs ont péri et ce produit aurait été jeté d'un wagon du train. C'est-à-dire que la nuit du dimanche, il y a eu une pluie. Bon, il y a un vieux, il est venu me voir, il m'a dit qu'il a perdu 3 bœufs. Donc nous, on allait constater. Ça, c'était dans les constructions. Donc, bon, les gens ont pensé que ça, là-bas, il y avait des plats posés. On pensait que c'est quelqu'un, il a mis des choses dans les plats là, et puis les bons ont mangé et puis ça arrivait. Bon, le mardi encore, ils viennent de me dire qu'il y a 2 bœufs encore qui sont tombés ici. Donc on est venu, on a constaté. Bon, ça veut dire que c'est l'eau qui était là, ils ont bu l'eau là. Maintenant, après ça, bon, on a constaté, on voit l'herbe là. On dirait qu'ils ont traité ça avec l'herbicide. Donc on a pris les traces là, jusqu'au trou du train là. Donc on a vu que bon, c'est des produits, ils ont jeté par le train. Donc l'eau de pluie a envoyé ça. Bon. Donc c'est ça qui est arrivé, a amené tous ces dégâts-là. La pluie tombée à Sekako a drainé avec elle ces produits chimiques jusqu'au fleuve Moune. Et à Poura, une quarantaine de kilomètres de Boromo, ce sont des centaines de poissons qui flottaient sur l'eau au matin du mercredi 7 juillet. Ils provenaient certainement de Sekako. Nous, on a constaté les poissons morts là, en train de suivre l'eau vers le sud. La mortalité vient d'ailleurs. Bon, nous ne savons pas c'est à quel niveau. Les poissons sont morts et puis l'eau les emporte vers le sud. Voilà. La plupart des poissons constatés
morts au niveau des fleuves, en dehors du village de Sekako, c'est-à-dire Poura, Fara, c'était des poissons qui étaient morts au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau du village de Sekako. Il faut savoir qu'à Sekako, ces orpailleurs font usage du cyanure dans leurs activités quotidiennes. La piste est à exploiter, même si rien ne confirme pour le moment. Cet orpaillage artisanal utilise des produits chimiques pour le traitement de l'or, en l'occurrence le cyanure. Donc, le cyanure n'est pas exclu. Mais à l'étape actuelle, nous ne pouvons pas confirmer que c'est du cyanure, mais nous avons émis l'hypothèse, en tout cas, de produits chimiques. Séance tenante, des prélèvements sont faits encore par plusieurs structures techniques de l'État, dont l'ONEA, pour des analyses approfondies afin de déceler précisément l'agent causal de cette mortalité. Des mesures urgentes sont prises et dans la prévention, au moins 120 kg de poissons ont été saisis avant qu'ils ne soient consommés. Une importante quantité de poissons était morte, dont 120 kg de poissons saisis et détruits. Il y a eu également un renforcement de la surveillance épidémiologique, une rencontre avec l'ensemble des services techniques et une suspension de la desserte en eau de l'ONEA. L'ONEA a procédé par la suite à des ravitaillements. Les animaux en putréfaction sont incinérés et enfouis. La pêche est suspendue également à ce jour. En plus de pousser plus loin les investigations, cette sortie terrain visait à rassurer l'ensemble des populations qu'une batterie de mesures sont prises pour éviter des intoxications alimentaires. La bonne nouvelle ici, selon Modeste Yerbanga, aucune mortalité de poissons ni de bovins, encore moins de pertes en vie humaine, n'a été enregistrée dans toute la province des Balés depuis le soir du 7 juillet 2021. Voilà, Chaka Coulibaly, le danger au quotidien pour nos populations, justement, une situation, en attendant d'en savoir exactement sur l'agent causal de ce drame environnemental. Beaucoup d'interrogations, traitement d'or non loin, justement, de cet espace, du fleuve, justement. Mais aussi, on parle de cette autre hypothèse, de produits chimiques qui auraient été jetés par la fenêtre d'un train. Bon, ce sont des hypothèses, mais il y a qu'au tout début, il y a eu cette note du ministère de l'eau qui parlait d'eau trouble, de turbidité. Et finalement, on semble un peu loin de cette hypothèse. Tout à fait. Je pense que le communiqué si c'est un communiqué authentique, il était assez optimiste quant à l'ampleur et aux origines donc, de l'événement, du phénomène, qui aujourd'hui, on s'avance plus vers une piste soit accidentelle, soit criminelle aussi, ce qui n'est pas exclu, puisque les services sont encore en train d'investiguer. À partir donc des prélèvements qui ont été faits, ils vont déterminer l'agent qui a causé, disons, la mortalité animale. Et à partir de là, on va remonter pour voir qui, parmi les humains, est responsable. Si c'est le train en passant ou les orpailleurs qui sont dans les environs, mais il faudrait présenter une situation claire permettant donc de prendre des mesures de protection pour qu'à l'avenir, ces drames ne se reproduisent plus. Parce que l'eau, justement, du fleuve est utilisée aussi par l'ONEA. Oui, et par les populations également. Tout à fait. Parce qu'il y a des passages du fleuve où les villageois s'approvisionnent pour leurs besoins des ménages. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu d'annonce du décès humain par l'eau, mais c'est fort possible que dans les centres de santé, on va peut-être trouver quelque chose et faire la liaison avec cette situation qui a eu lieu au niveau de Sekako. On attendra de voir donc. Ça sera tout pour ce soir. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur BF1. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.